Mes amis, bien le bonjour. Hier, il y a eu un accident sur un avion de Malta Air. Malta Air appartient à Ryanair, ça fait partie du groupe Ryanair. Les avions Ryanair sont généralement immatriculés en Irlande, mais tu vas voir que de temps en temps, tu verras des avions de Ryanair qui sont immatriculés à Malte également. Donc, c'est le même groupe. Et en fait, l'appareil de type Boeing 737-800 avait décollé de Grèce, Thessalonique, et il allait à Memmingen, en Allemagne. C'est en Bavière. C'est l'un des aéroports en Bavière. Tu as Munich, Nuremberg et aussi Memmingen, qui est le plus petit aéroport de la région. Et souvent, ces compagnies low cost, c'est là où elles vont. Donc, après le décollage, il est en montée, donc on est quelques minutes après le décollage, niveau 150, et à ce moment-là, on a sur le réacteur droit une panne en continu. C'est une manière gentille de dire que le réacteur a perdu des pièces. Alors je te montre à quoi ça ressemble un réacteur. Donc là, si tu regardes ce disque, il y en a tout plein à l'intérieur des réacteurs. Donc un réacteur, c'est énormément de disques comme celui-ci, hein, de différentes tailles, hein. Plus tu avances dedans, plus le rapport entre la taille des ailettes et la taille de cette partie métallique, change. Et en fait, si tu veux, tu as des élèves qui sont accrochés ici. Pardon, je vais peut-être te montrer de près là, tu vois comme elles bougent, hein. Elles sont juste, placées avec un système là. Si tu regardes le pied, hein, tu vois une sorte de d'arbre, hein, on dirait une sorte de sapin inversé. Donc elles sont placées comme ça, elles sont assez mobiles, hein, quand tu regardes, mais quand ça tourne à grande vitesse, justement, c'est étiré, ça subit des forces extraordinaires qui vont les maintenir en place. Ces mêmes forces, quand ces ailettes peuvent se fragiliser, eh ben, peuvent faire en sorte qu'elles se cassent. Et malheureusement, ce type d'accident, ben, il y en a toutes les quelques années dans l'aviation. Il y a eu aussi des accidents plus graves où il y en a eu une fois sur un A380, on en a eu sur d'autres, hein, pareil du type DC-9 et autres, où c'est le disque qui se casse, et ça, c'est encore plus grave parce que le disque est extrêmement lourd, hein. Là, j'ai pas l'air, mais je le tiens vraiment avec beaucoup de force, hein. C'est très lourd ces disques-là, et s'ils se cassent en 2 ou 3 morceaux, il est capable de traverser un avion de part en part, hein. Ça fait beaucoup de dégâts. En tout cas, ce qui s'est passé sur l'avion donc de Malta Air, Ryanair, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une aube de la soufflante, donc c'est ce que tu vois depuis dehors. C'est des aubes, la soufflante est très grande, elle ne rentrerait pas dans cette voiture, et chaque eau pèse à peu près 3 kilos, 3,1 kg, hein, donc tu vois, c'est quand même un objet, assez lourd, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est détachée, elle a été tapée sur le hublot, donc elle a traversé le carénage du réacteur de part en part, elle tape sur le hublot, hein, a priori. L'hublot se casse, il y a un homme, un Serbe de 61 ans qui était assis, qui a été aspiré en partie dehors. Après, des gens ont réussi à le choper, le ramener à l'intérieur. Donc, il a été blessé, mais pas très gravement. Ses jours ne sont pas en danger. Il y a eu un peu de débris, des traxires, de la peur, de la panique, hein, comme tu peux imaginer. Et par la suite, l'appareil est revenu, donc il a fait demi-tour et il est revenu atterrir à Thessalonique. L'aventure entière a duré un peu moins d'une heure, semble-t-il, même si les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles. Donc, l'avion a pu atterrir, a pu voler avec un seul moteur. Ici, je sais que beaucoup de gens vont penser au Boeing, les déboires du Boeing, on sait surtout le 737, mais dans le cas précis, j'ai envie de dire que c'est plus un problème de moteur qu'un problème de cellules. Les moteurs ne sont pas fabriqués par Boeing. D'accord? Les moteurs, Boeing ne les fabrique pas. Il les achète, il les ramène, il les plug sur son avion et c'est tout. C'est pas Boeing qui les fabrique. Donc dans le cas précis, on a ce moteur qui a envoyé, hein, une pièce sur la carlingue. Une chance parce que l'appareil était au niveau 150, donc grosso modo au niveau 150, on doit avoir on a perdu à peu près 40 d'atmosphère, de la pression atmosphérique. Ouais, je dis ça grosso modo. Donc, on a encore un peu plus de la moitié de la pression atmosphérique qui est toujours là, au niveau 150, de sorte que le différentiel de pression, lui, n'est pas
n'est pas encore très, très fort. Donc la personne effectivement a été aspirée parce qu'il y a une dépressurisation. L'air sort d'un coup de l'appareil. Donc lui, il a été aspiré un peu et après on l'a ramené vers l'intérieur. D'accord? Niveau 150, la vitesse était peut-être pas encore excessivement élevée, tout ça, donc voilà. Maintenant si on regarde dans le passé, il y a eu, le vol, ça s'appelait comment? C'est une très, très ancienne compagnie, on est en 1973, un avion de type DC-10, c'était National Air, je crois, le vol 27 et ce qui s'est passé, c'est qu'il volait très haut, au niveau 390. Donc là, niveau 390, on a grosso modo 80 de la pression d'air qui est partie, hein, donc le delta vraiment est énorme cette fois-ci et en fait, les pilotes jouaient avec des fusibles, ils étaient en train de bricoler dans le cockpit, de faire des expériences. C'est l'ennui quoi, ils n'avaient rien à faire donc les pilotes avec le mécanicien navigant, tout ça, ils ont commencé à jouer avec des fusibles. Résultat, c'est que le réacteur droit a explosé, donc panne non contenue et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti en survitesse. Certains de ces pales eh bien, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont avancé dans leur logement parce qu'elles ne sont pas censées avancer. Parce que normalement, à des vitesses normales, oui, la pale reçoit effectivement un souffle d'air qui a tendance donc à la sortir, hein. Tu rappelles-toi, il y a cet arbre-là, d'accord? Il y a 2 forces. Il y a une force qui a tendance à la tirer vers dehors et qui crée de la friction, mais il y a une force qui a tendance à la pousser à sortir de son logement. À des vitesses normales, la force qui l'attire crée une friction suffisante pour que la pale ne quitte pas son logement, tu vois? C'est juste une question d'équilibre. Par contre, quand on est en situation de survitesse et il y a eu résonance sur des vibrations, ce qui s'est passé, c'est que la les pales ont commencé à sortir de leur logement et à taper sur, la carlingue. Donc il y a eu pas mal de ça a fait un peu bombardement. Il y a un gars, monsieur Gardiner, on en avait parlé sur ce canal il y a peut-être 2 3 ans de cela, quand la vitre a explosé de son côté, et je vous ai dit, on est au niveau 390, donc là, un grand delta de pression. Il a malheureusement été aspiré, mais entièrement à l'extérieur et il est parti. Voilà. On l'a cherché et il a été retrouvé par le plus grand des hasards 2 ans plus tard. Encore 2 ans plus tard pour qu'on le retrouve. Tu vois? Donc là, c'était quelque chose. On a eu de mémoire récente, là c'est en 73, hein, c'est il y a longtemps. Mais si on revient récemment, on a eu sur un Boeing 737 de la société Southwest, un Boeing 737-700 si je ne m'abuse. C'était en 2016 en Floride et là, pareil, il était en croisière, il était pas en montée, niveau 320 et ce qui s'est passé, il y a eu une explosion d'un réacteur, toujours réacteur de type CFM et il y a eu une dépressurisation. Il n'y a pas eu de blessés ni de morts, c'était génial, c'est vraiment plus de peur que de mal. Il y a eu des pressurisations, les masques sont tombés, tout ça et l'appareil a pu revenir atterrir. À l'époque, il y a eu une AD, une directive de navigabilité urgente qui demandait l'inspection donc de ces types de réacteurs et tout ça parce qu'il y avait on a réalisé à ce moment-là, on a pris conscience qu'il y avait une tendance au vieillissement prématuré. Ça signifie ces pièces sont fabriquées, si tu veux, pour un certain nombre de cycles, mais quand elles se cassent alors qu'elles sont toujours dans leur cycle de fonctionnement normal, dans leur potentiel, on va dire. Imagine une pièce prévue pour 10 000 heures, si elle se casse au bout de 4 000, hein, c'est qu'il y a un problème, tu vois? Elle ne doit pas casser aussitôt que ça. Donc ce qu'on appelle, c'est un vieillissement prématuré, une fatigue prématurée. Le plus souvent, c'est lié à des problèmes de construction. Ça signifie l'atelier qui a fabriqué, il y a dans son process, ils ont introduit des impuretés dans le métal ou quelque chose comme ça. Quelque chose n'a pas été bien respecté qui a fait que ça commence à se casser avant l'heure. Donc ça, c'est 2016. Après, si on va à 2 ans plus tard, on va en 2018, on a un accident et là, c'était plus sérieux malheureusement parce que ce qui s'est passé, c'est que Boeing 737-700 Southwest, la même compagnie qu'en 2016 et puis le réacteur soudainement explose. Là, ils étaient, en croisière également, donc le delta. Ils étaient partis de New York, vers le Texas. Le delta, de pression était quand même bien là, tu vois? Je crois qu'ils étaient niveau 300 et quelques, ils devaient avoir perdu les 2 tiers, hein, de la pression atmosphérique, donc ils avaient un tiers de pression atmosphérique dehors, donc un delta assez fort. Ce qui s'est passé, c'est que
il y a une femme au moment où donc le réacteur explose, OK? Il y a une pale qui part. Elle tape en fait, elle tape sur, suis bien celle-là. C'est pas la pale qui a tapé sur le hublot. La pale est partie, elle a tapé sur le carénage. Sur le carénage, il y a une sorte de verrou qui permet, une sorte de poignée en métal qui permet de fermer le carénage du réacteur. Cette poignée-là, quand elle tape dessus, elle va sauter et puis ça fait un peu comme les boules de billard, tu sais? Il y en a une qui tape sur une autre et elle part. Et bien, il y a eu cet effet de boule de billard. La pale tape sur ce verrou se casse et s'arrache. Il va taper la sur le hublot à la ligne 14 qui était bien en arrière quand tu vois par rapport à l'endroit où ça s'est cassé. Parce que là où ça s'est cassé, c'est la soufflante. Donc on est au niveau vraiment du réacteur, là, de l'avant du réacteur. Alors que cette dame était assise, dont la victime dont je vais parler, était assise bien à l'arrière du réacteur. Tu vois, elle était assise pratiquement vers la fin de celui-ci. Et en fait, le petit morceau de métal a tapé sur la vitre, il l'a cassée. Cette femme a été aspirée vers dehors, vu le delta de pression. Elle a été aspirée. Ils ont réussi à la choper, puis la ramener vers l'intérieur. Alors pourquoi on n'est pas parti complètement? Parce que tout simplement, si tu compares au DC-10, le DC-10 a des hublots plus grands. Le DC-10 c'était au niveau 390, alors que là, on était de mémoire, je ne me rappelle plus exactement, mais pas au 390, on était 320 ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été arrachée de son siège, elle avait la ceinture. Son corps était à moitié dehors. Les hôtesses de l'air plus des passagers l'ont rattrapée. Ils ont réussi à la ramener à l'intérieur. Par contre, on n'a pas pu la ramener à la vie malheureusement. C'est qu'elle a reçu des blessures mortelles lors de cette excursion et puis elle a donc été tuée, elle avait 43 ans. Donc voilà, c'est quelque chose malheureusement qui est récurrent et ce qui nous frappe là aujourd'hui, c'est qu'on a 2016, moteur CFM, 2018, moteur CFM, 2026, moteur CFM, toujours des moteurs CFM sur 737. Donc là, ça commence un peu à bien faire, j'ai envie de dire. Parce que normalement, bon, ça arrivait une fois, ça me pas fait de victime, bon, on se comprend. Après, ça arrive une deuxième fois, ça fait un mort. Et là, rebelote. Donc là, on commence un petit peu à rentrer dans quelque chose d'un peu trop répétitif par rapport aux standards de l'aviation. J'ai décrit cet événement comme un accident au début de la vidéo. C'est vraiment un accident. Parce que tu regardes l'annexe 13 de l'OACI qui définit justement le traitement de ce genre d'événement dans l'aviation. Eh bien, un accident, ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un est mort. Tu peux avoir un accident sans mort, hein. Tu peux avoir un avion qui se vautre, il est cassé, il est détruit, tout ça. Il n'y a pas de mort, mais c'est quand même un accident. Là, l'avion a continué à voler et puis probablement il sera réparé, il volera, mais n'empêche que c'est un accident parce que la structure de l'appareil a été endommagée. L'intégrité de la cabine a été endommagée, il y a une vitre qui a été cassée, il y a probablement des dégâts sur l'aile également. D'ailleurs, dans le cas de l'accident de 2018, les pilotes ont eu du mal à gérer l'avion, hein, parce que au moment de l'explosion, l'appareil est parti à 40 degrés à gauche de lui-même. Après, ils l'ont récupéré, mais ils avaient du mal. Ils volaient de manière dissymétrique, parce que si tu regardes plus tard, tu vois que sur l'aile, il y avait pas mal de dégâts. Et ces dégâts ont créé justement sur une aile par rapport à l'autre une portance différente, une traînée différente, qui ont rendu l'appareil un peu plus difficile à piloter. Donc voilà mes amis, on va voir un petit peu ce que l'enquête va donner, mais ce qui a été décrit par les médias comme un Serbe âgé de 61 ans, vraiment est passé à côté, hein, vraiment, vraiment est passé à côté. Je pense que la chance qu'il a eue, c'est que ça a explosé au niveau 150, hein. Ça l'aurait fait, ça l'aurait fait au niveau 300. Je pense comme il était parti, il aurait pu finir dehors quand même, hein. Là, ça aurait été beaucoup plus violent. Donc voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur cet accident-là. Maintenant en tant que passager, si vous avez peur de ce genre de choses, moi je vous dis que c'est très rare que ça arrive. Vraiment, vraiment, c'est hyper rare. Personnellement, quand je voyage, je suis souvent assis au niveau des moteurs. Pourquoi? Parce que souvent, là où tu as le croisement entre j'ai plein d'huile, de ça sur les mains, plein de conduits. Lorsque la cabine et les ailes se croisent, eh bien, tu as un endroit qui est très proche du centre de gravité de l'avion. C'est là où ça bouge le moins. Donc, c'est un endroit très confortable.
nonobstant le fait qu'en cas de panne non contenue du moteur, tu es le premier en première loge, hein, tu vas déguster vraiment en premier. Maintenant, historiquement, j'ai pas envie de donner ma main à couper là-dessus, mais historiquement, ceux qui morfent sont ceux qui sont assis près des hublots quand même, hein. Donc, si tu es assis, côté couloir, tu devrais être plus ou moins, je dis plus ou moins, bien sûr, autant qu'on puisse garantir ce genre de choses. Tu es plus ou moins en sécurité. En tout cas, tu as peu de chances de te faire aspirer, pas autant que le gars qui est à côté. Parce que regarde, j'ai cette vitre-là dans cette voiture, hein, on a une vitre. L'avantage, c'est que des 2 côtés de la vitre, on a la même pression atmosphérique, donc là, ça va. Si elle venait à se casser, bah, le verre va juste tomber là. Mais quand tu es dans un avion, imagine que cet habitacle est pressurisé, donc il y a une pression élevée à l'intérieur de l'habitacle et très faible dehors. OK, donc c'est ça, donc cette vitre va supporter un différentiel de pression énorme. Donc si elle venait à se casser, l'air de l'intérieur va partir vers l'extérieur, brutalement, tu vois? Et donc si quelqu'un est assis là, le risque fondamentalement, c'est que si la vitre n'existe plus, c'est que la personne parte avec l'air, tu vois? Elle parte complètement ou partiellement avec l'air, tu vois? Et là effectivement, tu peux imaginer les dégâts. Je te laisse, imaginer ça. Donc voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci à ceux qui soutiennent, ce canal sur Patreon. Il y a tout plein de vidéos exclusives qui sont pas publiques, qu'on trouve sur Patreon ou bien dans la partie membres de YouTube également. Tu peux y accéder de cette manière-là aussi et ça permet de soutenir ce canal et ce travail créatif. Merci encore mes amis et on se voit dans la prochaine vidéo.